Ils sont 11 millions en France à s'occuper au quotidien d'un proche en perte d'autonomie en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. L'aidant est celui qui aide. J'aide est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidants. Leur vécu et leur ressenti, leur rapport au corps, le leur et celui de l'aider, leur stratégie pour jongler entre vie professionnelle et vie personnelle, autant de thématiques qui seront abordées sans tabou du point de vue des concernés. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Bonne écoute. Sarah est aidante de son frère, Rafik Arabat, athlète de haut niveau en haltérophilie handisport et également président d'Entraide, une association qui aide les personnes en situation de handicap. Sarah et Rafik font partie de la campagne d'affichage du collectif Je t'aide, intitulée « Aider ne devrait plus être un combat ». Découvrez leur récit. Bonjour, je m'appelle Rafik Arabat, je suis athlète de haut niveau en haltérophilie handisport. Je suis une personne en situation de handicap paraplégique depuis la naissance. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans, je suis l'aidante de mon frère Rafik. Je suis éducatrice dans la vie de tous les jours et je travaille aussi bénévolement dans une association humanitaire. Je suis une personne donc en situation de handicap qui a une maladie qui s'appelle le spina bifida. Donc c'est une maladie d'origine congénitale qui veut dire en latin épine fendue en deux. Il y a que les membres inférieurs qui ne fonctionnent pas, mais pour cela, j'ai quand même besoin d'aide à domicile et dans la vie quotidienne. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une aide à domicile pour le ménage, pour m'aider sur les rangements, sur les courses, sur les déplacements aussi, parce que je me déplace énormément. Donc que ce soit pour des rendez-vous médicaux ou autres, j'ai besoin d'aide et d'être accompagné donc par ma petite sœur Sarah. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je suis la personne qui est le plus proche de lui par rapport à à sa vie quotidienne, c'est-à-dire que je l'accompagne dans différents rythmes de la vie, c'est-à-dire à la maison, que ça soit pour son ménage, donc s'il a besoin de courses, sur des rendez-vous, accompagné dans des rendez-vous médicaux. En règle générale, c'est un appel. C'est un petit appel le matin. Donc il m'appelle, Sarah, ça commence tout doux, oui Sarah, est-ce que tu vas bien? Et par la suite, Sarah, tu sais que j'ai besoin de toi aujourd'hui, donc ça commence toujours comme ça. Et du coup il me dit à peu près, donc c'est soit de l'administratif, soit des grosses courses. Donc là récemment c'était beaucoup par rapport à son déménagement qui a été fait, donc c'était plus il me faut des meubles, il faut ci, il faut ça, donc c'était un peu de l'organisation. Après en règle générale c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai à côté je suis animatrice éducatrice, donc du coup essayer d'avoir un rythme entre aider mon frère et mon côté professionnel, donc ça bascule de temps en temps, donc je dois prendre soit des jours de repos, soit à midi quand je vais manger, donc quand j'ai un petit temps je vais l'aider, mais en règle générale c'est vrai que je suis là pour toi. Faut savoir aussi que le plus important c'est d'avoir du relationnel et d'avoir des personnes autour de soi qui nous accompagnent tout au long de notre vie, si je puis dire, parce que ma petite sœur elle m'aide énormément dans la vie quotidienne, mais après en dehors de ça aussi j'ai des amis qui m'aident aussi énormément pour sortir, pour des courses, dès que j'ai besoin aussi, dès que ma sœur n'est pas disponible, je fais appel à eux s'ils sont. En fait, tout est une question de disponibilité. Et en fait, on essaie de s'arranger comme ça. Dès qu'il y a une disponibilité quelconque, il y a quelqu'un qui passe pour m'aider, pour faire ça ou pour faire ça. Une journée type en soi, il n'y en a pas forcément, tout dépend en fait, je dirais, on vit au jour le jour. C'est au feeling en fait, c'est au feeling parce que il peut y avoir une journée où j'ai pas besoin forcément de qui que ce soit, parce que tout est en ordre, et il y a des jours où je vais avoir besoin d'aide pour le ménage, où je vais avoir besoin d'aide pour la cuisine ou ainsi de suite, ou pour aller à l'hôpital ou autre.
Mais en soi, une journée type, c'est un appel le matin, c'est Sarah, j'ai besoin de ça, ah j'ai faim Sarah, je peux pas sortir, ramène-moi à manger, ou enfin voilà, ça peut être vraiment quelque chose de simple, mais autant quelque chose de compliqué. Mais tout dépend du jour. Non, mais après voilà, c'est vrai que c'est déjà arrivé aussi que je l'appelle la nuit, hein, pour aller à l'hôpital, pour une urgence, parce que ça peut arriver. Faut savoir que moi, mon handicap, j'ai souvent des infections au niveau du rein et tout ça, et ça arrive des fois la nuit que je l'appelle ou que j'appelle un autre membre de ma famille pour aller à l'hôpital dans l'urgence, quoi. En tant que personne en situation de handicap, on analyse énormément. Ça veut dire que pour moi, cet appartement-là, je l'ai depuis le mois de décembre. On dit que c'est un appartement qui est accessible pour les personnes en situation de handicap, mais il faut savoir que les appartements sont faits par des personnes valides. Donc eux-mêmes ne sont pas dans le même besoin que moi, dont moi je vais avoir besoin, ne sont pas spécifiés pour la personne. Ça veut dire qu'en fait, une personne qui va construire un logement, elle va faire un logement lambda pour toutes les personnes en situation de handicap. Mais il faut savoir que toute personne en situation de handicap est différente. Donc c'est un peu ça. Là, par exemple, le problème que j'ai actuellement, c'est la rampe d'accès pour arriver jusqu'à mon domicile. En dehors de ça, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est hyper important pour nous, parce que si demain je dois me déplacer, parce que ça m'arrive de me déplacer aussi tout seul, de ne pas faire appel à ma sœur, comme elle le prétend depuis tout à l'heure, voilà. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver des fois aussi de partir tout seul sur Paris, ou d'aller voir des amis qui habitent dans le secteur, et on se rend compte des problèmes de la vie courante. Un trottoir qui est pas accessible, une voiture qui est mal garée, un bus qui a pas la rampe fonctionnelle, parce que faut savoir que même s'il y a des bus qui sont accessibles, ok, mais des fois elles sont pas fonctionnelles parce qu'il y a une panne ou X. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres, et le plus important quand on est une personne en situation de handicap, c'est savoir s'adapter et pouvoir rebondir derrière. Parce que je vois beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui je dirais pas dans le déni, mais dans la facilité de se dire bon bah voilà, je ne peux pas aller à cet endroit-là, donc je fais demi-tour. Non, moi, si je ne peux pas aller à cet endroit-là, je vais essayer de savoir pourquoi je ne peux pas y aller, et s'il y a une autre solution pour arriver à cet endroit-là. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai déjà eu affaire à ce que mon frère m'appelle, me dise Sarah, je suis laisse tomber, je suis en galère dans cette gare, il n'y a pas d'ascenseur pour monter. Donc du coup, il l'a déjà fait d'ailleurs, de prendre des escaliers, de sortir de son fauteuil et de faire marche par marche. Et une personne qui prend son fauteuil. Donc ça, je trouve ça, par exemple, ça aberrant. Ou de prendre même les escalators. Les escalators, non, mais je trouve ça super aberrant qu'aujourd'hui, enfin, on est en France quand même, faut, je sais pas, innover, et je pense que c'est la science, elle a pas évolué en France. Comment ça se fait qu'aujourd'hui dans les gares, il n'y a pas d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap? Je sais pas, une personne en situation de handicap sera même de partir à Paris pour aller travailler ou se promener, alors qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'accessibilité. Je trouve ça vraiment aberrant. Et ça me frustre, parce que je me dis, il doit être toujours dépendant de quelqu'un. Il doit être dépendant dans le sens où prendre un taxi, que ça soit moi, ses amis, et ça normalement il devrait pas, parce que en soi c'est quelqu'un qui est quand même autonome, c'est-à-dire qu'il peut sortir seul, il peut se promener, donc il n'a pas forcément besoin qu'il y ait sa sœur ou ses amis, ou voilà, il peut se promener tout seul, mais là il doit être dépendant de quelqu'un, et ça me frustre, parce que je me dis c'est pas une vie, quoi. En fait, pour moi, c'est une sécurité de savoir que quelqu'un est au courant que je suis à tel endroit. Pourquoi? Parce que tout simplement, supposons que je sois à Paris, à telle station, si je sais que le RER il a un problème, ça m'est arrivé il y a à peu près 2-3 mois de ça, et j'étais coincé à Châtelet parce qu'il y avait un incendie. Donc comment faire? À Châtelet, il est 23h30, les Uber 75 €, c'est pas donné, parce que voilà, il faut pouvoir les payer en sachant qu'on a d'autres choses à payer derrière. Comment faire? On tient au courant la famille avant. On est obligé, parce que les choses de la vie, en fait, on peut pas prévoir. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire Châtelet, gare d'Austerlitz en fauteuil. Et ça m'est déjà arrivé de prendre un bus
en me levant de mon fauteuil, pour la simple et bonne raison parce que la rampe n'était pas n'était pas fonctionnelle. Donc il y a plein de petits trucs qui font que aujourd'hui une personne en situation de handicap, elle se retrouve 2 fois plus en handicap par rapport à ce problème d'accessibilité. Moi, ça m'alourdit d'un point de vue psychologique, mais aussi dans mon train de vie psychologique, parce que en fait, ça me frustre. Je me dis moi depuis le décès de ma mère, c'est vrai que c'est-à-dire j'ai encore plus j'ai ce petit côté mère, je dirais maternel, où je ressens énormément mon frère, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est bien arrivé à cet endroit-là. Et du coup, par la suite, en fait, ça me frustre de savoir que d'un point A à un point B, que le trajet n'a pas été fait correctement, ou bien qu'il s'est passé quelque chose, ou bien il se fait un trajet pendant une longue période, les tramways étaient en dysfonctionnement. Du coup, il devait faire de la Courneuve-Drancy en fauteuil. Donc ça me frustre parce que des fois, malheureusement, je suis au travail. Je peux pas toujours prendre des jours de repos, je peux pas toujours m'absenter, donc du coup ce qui fait que ça a un impact. Et aussi je sais que lui aussi il se met à ma place, il me dit bon je vais laisser un peu tranquille Sarah, c'est pas vrai. Et moi en fait je suis c'est vraiment pas vrai. Alors dès que j'ai un truc derrière la tête, je l'appelle parce que je sais que qu'elle me refusera pas et que si elle le peut, elle se libérera par tous les moyens, parce que c'est déjà arrivé qu'elle soit à son travail ou autre et qu'elle puisse partir pour une raison de santé par exemple, parce que je peux très bien appeler les pompiers, je peux très bien appeler le SAMU, mais Sarah en fait c'est les pompiers, si vous voulez, en fait, il y a pas mieux que d'être accompagné de sa famille. Et aujourd'hui, il y en a, ils ont pas cette chance-là. Moi, j'ai cette chance de pouvoir être dans un cocon familial où tout le monde m'accompagne et tout le monde entre guillemets m'aide. Donc voilà, c'est un peu la chance que j'ai. Après, sur l'aspect du handicap, et c'est un peu ce que je revendique aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, dès qu'elles arrivent à 18 ans, on les laisse à l'abandon, que ce soit à travers le médical ou que ce soit à travers de la vie quotidienne. Aujourd'hui, comment rédiger un dossier MDPH, comment avoir des subventions pour se payer un fauteuil, parce qu'il faut savoir qu'un fauteuil, ça coûte relativement cher. Le mien, il coûte 5 000 euros. Ah ouais. Et ça peut monter jusqu'à des 10-15 000 euros. Donc aujourd'hui, si je m'étais pas renseigné, si je m'étais pas informé auprès des associations, auprès des personnes autour de moi qui sont en situation de handicap, pour savoir comment faire pour avoir ce dossier-là, avoir ci ou avoir ça, j'aurais payé ces fauteuils-là de plein pot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon père, il a vécu cette situation-là étant plus jeune. On ne savait pas forcément le côté administratif, on ne connaissait pas vraiment grand-chose, et on s'informait pas aussi non plus, parce qu'on savait pas qu'on avait le droit à ça ou à ça. On s'informait pas et on nous informait pas. Voilà, c'est ça aussi, c'est l'information des deux côtés. Et à un moment donné, on s'est dit, voilà, un appareillage pour ton fils qui coûte 3 000 euros, c'est ton fils, quoi. À un moment donné, est-ce que tu le laisses en galère, est-ce que tu le laisses à ramper par terre, ou est-ce que tu lui payes cet appareillage qui peut l'aider à marcher? Une douche aménagée. Aujourd'hui, les bailleurs sont en capacité de pouvoir faire des douches aménagées pour les personnes en situation de handicap, mais il y en a pas beaucoup qui le savent. Donc il y a plein de petits paramètres comme ça que je pense qu'on devrait plus informer les parents et les aidants pour avoir une vie plus zen et plus cool en fin de compte. C'est vrai que je reviens sur ce qu'il dit mon frère concernant le manque d'information. Le manque d'information, je trouve ça vraiment aberrant que aujourd'hui les personnes en situation de handicap qui ont énormément de droits ne puissent pas être accompagnées dans leur vie au quotidien. C'est-à-dire quelque chose de banal, comme disait mon frère, comment remplir un dossier MDPH. Aujourd'hui, il y a pas mal de familles qui ne savent pas remplir un dossier MDPH et justement qui sont refoulées par le côté administratif. Et ces familles-là partent se réfugier et partent demander de l'aide auprès de mon frère. Donc ça veut dire que donc là ça devient l'aidant aidé, mais l'aider qui aide. C'est incroyable. Non mais c'est tout un... Mais après moi c'est un plaisir aussi d'aider parce que j'ai été aidé et je le suis encore aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, on a besoin de s'entraider entre nous, parce que si on attend auprès des autres, on n'y arrivera jamais. Mais le plus important, c'est que les choses elles soient faites. Quand on voit aujourd'hui auprès de la MDPH du 93 qu'il y a plus de 2 ans de retard sur les dossiers, c'est juste aberrant. J'ai envie de dire aujourd'hui, moi mon handicap il peut pas attendre. Si demain j'ai besoin d'un fauteuil roulant,
je peux pas attendre 2 ans. Si demain j'ai besoin d'un accessoire qui est pour moi, je ne dirais pas vital, mais qui est une facilité dans la vie de tous les jours, je ne peux pas attendre 2 ans. Comme je disais, en tout cas en tant qu'aidante, c'est compliqué dans le sens où, bon, moi je passe mon quotidien à aider dans l'humanitaire, donc on essaie de vraiment venir en aide aux personnes qui vivent dans la précarité, les personnes démunies, aussi dans le monde. Donc récemment on a fait une grande action au Mali et au Maroc auprès des autistes, auprès de personnes en situation de handicap toujours, et donc du coup c'est encore enfin dans mon cocon. Ça relève aussi le personnel, le professionnel, donc toujours autour de l'entraide. Et ça, aujourd'hui, moi, je dirais côté personnel, par rapport à mon frère, aujourd'hui, ce qui serait vraiment un soulagement pour moi, c'est qu'il y ait c'est qu'il y ait vraiment une relève, qu'il y ait un suivi, que je sais qu'aujourd'hui, les aides ménagères existent. Donc, je sais que moi, par exemple, le temps, les 2 heures, 3 heures où je vais venir chez mon frère pour faire le ménage, je sais que certaines personnes, des professionnels, sont aptes à le faire, sachant que mon frère est en situation de handicap. Donc, je pense que déjà ça pourrait m'alléger. Ça pourrait m'alléger. Je sais qu'aussi, il y a des espèces d'aides auprès de la CAF pour les déménagements. Donc je me suis retrouvée à prendre des camions et prendre tout ce qui était chez mon frère. Et ça, je trouve ça en tant que femme, je trouve ça lourd parce que j'ai plus de vie. En soi, j'ai vraiment plus de vie parce que je me retrouve après. Je pense que j'ai plus de vie. C'est pas une plainte, mais je prends plaisir aussi à faire ça. Je prends vraiment plaisir dans le sens où je reste ton frère, après j'ai envie de te dire. Mais frère ou pas frère, je le fais dans mon quotidien, c'est-à-dire que Bien sûr. Je prends vraiment plaisir. C'est-à-dire que c'est ancré en moi. Et ça, on a beau dire, oui, mais Sarah, faut que tu te calmes un peu. J'ai déjà fait un burn-out, mais en fait, c'est plus fort que moi, je me relève rapidement. Je dis ça parce que dernièrement, je l'ai grondé. Mais je me dis, ces personnes-là, ils ont besoin d'aide. Mais si tout le monde est fatigué, qui va les aider, en fait? Et mon quotidien, ma journée peut se terminer, elle peut commencer à 8h et se terminer à 3h du matin. Ça peut être lourd parce que on n'a pas de repos. On n'a pas de repos et on se dit, mais on a nos copines qui sont là autour d'un petit verre sur Paris. Et nous, on se voit en train d'aider, mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais j'ai pas une vie comme tout le monde. Et d'ailleurs, mon entourage me dit, mais Sarah, c'est quand que tu te reposes? J'avais fait un burn-out à une période où j'étais vraiment épuisée, où je faisais de grandes journées par mon travail. Donc du coup, avec mon travail, j'enchaînais directement l'humanitaire. Après, j'avais mes petites tâches ménagères à moi. J'avais ma famille aussi. Donc du coup, c'était sur du long terme, en fait, c'était quelque chose qui était lourd. Et quand je me suis aperçue, je me suis dit mais c'est pas possible, et j'arrivais plus justement à rester au travail, c'est-à-dire avec en forme. J'étais vraiment toujours nerveuse, et du coup je me suis dit non mais c'est pas possible, jusqu'au jour où je suis tombée dans les pommes au travail. Donc du coup là on m'a dit que voilà, fallait du repos, que j'étais vraiment trop épuisée. Le labyrinthe administratif, malheureusement, moi, ça me pose énormément de problèmes, pour la simple et bonne raison que il faut du temps. Il faut de la disponibilité. Et du coup, ça, je l'ai pas forcément parce que, c'est pas comme si on me demandait, oui, Sarah, pas comme si mon frère me demandait, oui, Sarah, fais-moi des courses. Donc je sais, en 45 minutes, 1 heure, ces courses sont faites, je les dépose. Sauf que, l'administratif, c'est tout un procès, je dirais, dans le sens où faut qu'on prenne des jours de repos. Donc c'est-à-dire ça empiète aussi sur notre vie professionnelle. Faut qu'on se déplace. Donc une fois qu'on se déplace, il y a toute une problématique qui se retrouve autour de l'administration. Donc il y a toujours un papier qui manque, le dossier est incomplet, donc on revient, donc ça veut dire que c'est un autre jour qu'on doit reprendre supplémentaire. Donc on repart côté administratif. Il y a quelques jours, je suis partie aux impôts justement pour... J'allais te poser la question. On est où mes impôts? Pour une problématique au niveau des impôts, et je sais que ça me prend du temps parce que il y a toujours un problème et ils sont pas forcément à l'écoute et dans l'accompagnement.
Et j'ai beau être dans ma vie dans l'administration, mais il y a des choses que je ne gère pas malheureusement. Et ça, faut être réaliste là-dessus. Je ne gère pas tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça serait une problématique pour moi de tout gérer. Mais je sais que côté administratif, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Les impôts, récemment, je sais qu'ils ont fait une erreur auprès de mon frère. Et ça, c'était pas possible donc à gérer. Donc j'ai essayé de gérer. Je me suis déplacée. Donc on me dit oui, mais il manque un papier. Je repars poser le papier. Oui, mais c'est votre frère, il faut qu'il vienne. Mais excusez-moi, mais c'est une personne qui est en situation de handicap. Donc je repars, les impôts sont fermés. En fait, c'est vraiment il faut vraiment de la disponibilité, du temps, et ça, malheureusement, pour une personne qui travaille, pour une personne qui a une vie à côté aussi, c'est vraiment pas possible. Pour moi, c'est le plus gros poids dans ma tête. Parce que je sais que l'administratif, ça te poursuit jusqu'à la fin de ta vie. Aujourd'hui, j'ai pas forcément eu les informations pour m'aider, moi. Pour ma part, je pense que moi, honnêtement, on m'a laissé dans la nature et j'ai trouvé le chemin moi-même. C'est-à-dire que je me suis dirigée je me suis renseignée, je me suis informée, quitte à être vraiment lourde auprès de certaines personnes, mais je revenais souvent, on m'a posé des questions. Oui, mais comment ça se fait que voilà, je peux pas faire ça alors que mon frère a le droit. Enfin voilà, c'est tout un cheminement, mais je sais que pour moi, j'ai pas été forcée. Enfin, je ne suis pas aidée. Je ne suis vraiment pas aidée. J'aide, mais je ne suis pas aidée. Et il n'y a pas cette reconnaissance. Il n'y a pas cette reconnaissance justement de l'État envers les personnes qui aident. Parce que tout ce qu'on fait, je pense que il y a des aides ménagères qui doivent être là, je prends leur place. Il y a je dirais, des taxis, des personnes qui peuvent t'accompagner forcément, je prends leur place. Donc il y a un peu tout et je me dis, mais ça devrait pas. Ça devrait pas. Leur place, tu fais le travail à leur place. Je fais leur travail. Et du coup, ça, c'est une problématique dans le sens où je me dis, on devrait pas prendre la place de certaines personnes qui ont cette profession. Je pense que chacun sa profession. Aujourd'hui, comme je dis, c'est mon frère, je l'aide, mais il y a des choses, non, ça devient trop et je me dis, ça relève pas de moi, Sarah. C'est-à-dire que moi, je veux pas faire plus que ma capacité. Et ça, des fois, c'est réel. Et quand il va me demander quelque chose, je dis, mais franchement, je peux pas, je ne sais pas faire. Enfin, c'est bien d'aider, mais au bout d'un moment, il y a je ne peux pas et il y a je ne sais pas faire. Et le je ne sais pas faire, ça me frustre parce que faut le sortir de la bouche. Et ça, on a vraiment du mal à le dire. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas faire. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se redirige vers quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle, je dirais pas je délègue, mais c'est vraiment ça en fait. Il revoit une autre personne pour demander de l'aide, mais après va savoir si cette personne t'aide vraiment, quoi. L'aidant au quotidien, c'est un combat. Avec le temps, c'est elle qui se retrouvera à être aidée. C'est lourd et c'est dur à voir parce qu'il y a des choses que tu vois faire et que tu sais que c'est pas comme ça on les fait, mais tu te dis en fait comment dire, comment elle est pas formée, elle sait pas forcément ce qui se passe à travers le handicap. Donc à un moment donné, voilà, avoir une personne qui est formée sur le handicap et qui puisse elle avoir ces techniques pour aider. Mais c'est vrai qu'une personne lambda qui aide, elle-même se retrouve à être aidée avec le temps pour des douleurs de dos et ainsi de suite. C'était le récit de Sarah et Rafik Arabat. Vous pouvez suivre les préparations de Rafik Arabat pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 sur sa page Facebook. J'AIDE est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Vous pouvez soutenir J'AIDE en nous ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet associationjet'aide.org.